Bonjour, je suis Francine Belair, spécialiste en théorie du choix. Renaud m'a demandé de vous expliquer en 5 minutes en quoi consistait la théorie du choix. Alors voici ce que je vais faire. Dans un premier temps, c'est une approche qui a été créée aux États-Unis par le docteur William Glasser, psychiatre américain à la fin des années 60. Elle était d'ailleurs connue à cette époque sous le nom de thérapie de la réalité ou encore reality therapy. Depuis ce temps, nous choisissons de l'appeler théorie du choix parce que ça nous apparaît plus explicatif de ce que c'est que le comportement. Et en fait, l'idée de la théorie du choix, c'est de nous permettre, dans un premier temps, de comprendre comment et pourquoi quelqu'un choisit tel ou tel type de réaction, tel ou tel type de comportement. Et dans un deuxième temps, comment on peut choisir, nous, de faire une intervention auprès de cette personne. Je vais utiliser une analogie qui est très simple entre la théorie du choix et une thermopompe. Vous savez, quand vous voulez avoir de la chaleur dans la maison, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous placez votre thermostat à un degré X, disant voici pour moi la température confortable. Quand la température est au-dessus ou au-delà de la température confortable, il y a immédiatement un signal qui est envoyé et qui dit soit je veux de l'air conditionné, de l'air climatisé, plus de fraîcheur, ou encore qui dit ça me prend un peu plus de chaleur, allons-y pour un peu plus de chaleur. Et quand on atteint le degré souhaité, tout cesse. C'est un peu comme ça que fonctionne la théorie du choix. D'abord, au départ, nous croyons fermement que l'être humain est né avec des instructions génétiques qui sont appelées chez nous des besoins et que ces besoins-là, c'est la demande initiale, c'est-à-dire qu'on a d'autres choix que de répondre à ces besoins. Ils sont au nombre de 5. La survie, l'appartenance, le pouvoir, le plaisir et la liberté. Ces 5 besoins n'ont pas de hiérarchie, il n'en existe pas qui sont plus importants les uns que les autres, sauf celui qui est en souffrance. Alors, si à un moment dans ma vie, j'ai faim, j'ai soif, je n'ai pas suffisamment dormi, c'est le besoin de survie. Si à un autre moment donné de ma vie, c'est peut-être dans la même journée, je me sens seule, je n'ai pas d'amis, je ne suis pas en relation, je ne me sens pas acceptée, c'est mon besoin d'appartenance qui est en souffrance. À peut-être un autre moment, ce sera le besoin de pouvoir. Je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas reconnue, je ne me sens pas suffisamment compétent. Ou encore le besoin de plaisir, je n'ai pas suffisamment de plaisir. Ou encore d'apprentissage dans ma vie ou de choses nouvelles qui m'amènent un nouveau défi ou quelque chose qui va me permettre de me dépasser. Et finalement, la liberté, il est possible que je me sente coincée. Il est possible que je sente que je n'ai pas d'autonomie. Il est possible que je sente que je n'ai pas beaucoup de choix. En fait, ces 5 besoins, oui, on pourrait en trouver une définition beaucoup plus importante éventuellement. Ces 5 besoins sont présents et ils nous commandent, nous obligent à trouver une façon de les satisfaire. Ils sont universels, ils sont présents chez tous les êtres humains, peu importe où vous habitiez sur cette terre. Ce qui nous différencie cependant, vous et moi, ce qui fait de nous un être unique, ce n'est pas la satisfaction de ses besoins, ce ne sont pas ces besoins qui nous différencient, c'est comment nous souhaitons répondre à ces besoins. Et c'est ce qu'on appelle dans notre langage le vouloir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait à un moment donné que je veux répondre à mon besoin d'appartenance au travers telle personne ou que je veux répondre à mon besoin de pouvoir par telle activité. Ce vouloir-là va changer du début à la fin de notre vie. Il va dépendre de notre âge, de nos expériences, de ce que l'on aura vu, de ce que l'on aura entendu, de nos valeurs, de nos croyances. Le vouloir est quelque chose qui est malléable. Et en théorie du choix, c'est évidemment très souvent le moment où l'intervenant va demander à l'autre personne, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce qui est important pour toi. Dis-moi ce que tu souhaites avoir, ce que tu souhaites faire ou qui souhaites-tu être. Parce que ce vouloir est ma représentation idéale, spéciale qui m'appartient pour répondre à un de mes 5 besoins. Et ma souffrance, ce qui me fait en général me comporter, me faire bouger, me faire réagir, c'est quand je perçois que ce vouloir, ma représentation de mon besoin, n'est pas bien satisfait. Et quand il y a un déséquilibre entre ce que je veux
ma représentation de mon besoin, et ce que je perçois de ce que j'ai pour y répondre. S'il y a une différence entre les deux, s'il y a un écart entre les deux, s'il y a un déséquilibre entre les deux, je vais me comporter. Je vais faire tout ce que je connais, tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver l'équilibre, c'est-à-dire répondre à mon image, à mon vouloir, ou à tout le moins répondre à mon besoin. Et c'est ce qu'on appelle le comportement global. Le comportement global, en théorie du choix, est composé de 4 composantes. Et on fait beaucoup l'analogie avec l'automobile. L'action et la pensée, représentant les 2 roues avant du comportement global, qui sont des roues de direction, c'est-à-dire sur lesquelles nous avons un contrôle et dont nous dirigeons notre comportement. L'émotion, manifestations physiologiques, sont également des composantes de notre comportement, mais sont des roues signales. Elles sont là pour nous signaler qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tel que l'on souhaite. Alors, à partir du moment où je veux quelque chose et que je perçois que je n'ai pas cette chose, à partir du moment où je veux faire quelque chose et que je ne perçois que je ne peux pas faire, ou que je souhaite être quelqu'un et que je n'ai pas l'impression d'être véritablement cette personne-là, ce déséquilibre-là m'amène irrémédiablement à me comporter. Et l'intervenant qui utilise la théorie du choix, qui est allé chercher le vouloir de l'individu, cette image qu'il avait dans sa tête de ce qui était important pour répondre à ses besoins, va aussi prendre le temps d'aller chercher le comportement de la personne. Et la question posée sera en général, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as pensé jusqu'à maintenant pour te rapprocher de ton objectif? Ici, les temps de verbe sont importants. La recherche du vouloir se fait en général au futur. La recherche du comportement global, elle, se fait plus au passé ou au présent immédiat. On n'est pas encore en train de chercher des solutions. On n'est pas encore en train de trouver des moyens pour atténuer la souffrance de la personne. On est en train d'examiner les stratégies, les moyens, les outils que la personne s'est donnés pour se rapprocher de son but. Alors, d'un côté, qu'est-ce que tu veux? De l'autre côté, qu'est-ce que tu as fait pour obtenir ce que tu veux? La pierre angulaire de cette approche, c'est l'auto-évaluation. C'est le moment où on fait le miroir et qu'on retourne la personne face à elle-même et qu'on lui dit, alors voici ce que tu m'as dit que tu voulais et voici ce que tu m'as dit que tu as fait. Maintenant, ma question est la suivante. En choisissant ce que tu as fait, est-ce que cela t'a permis d'obtenir, de faire ou d'être la personne que tu souhaites être? C'est un processus d'auto-évaluation. Et ce processus d'auto-évaluation est extrêmement douloureux. Il est confrontant. Il place la personne à porter un regard et à évaluer si le meilleur choix, le meilleur comportement qu'il a fait jusqu'à maintenant lui permettait véritablement d'obtenir ce qu'il veut. Et c'est douloureux d'en prendre conscience, d'où l'importance d'être capable, en amont, d'avoir créé un lien de confiance avec cette personne-là. D'où l'importance d'avoir pris le temps de créer des conditions où dans l'espace relationnel que l'on crée avec l'autre personne, ses besoins puissent être satisfaits pour qu'il puisse en toute sécurité évaluer si ses comportements ont été ou non satisfaisants jusqu'à maintenant. Ce qui va susciter en lui suffisamment d'espoir pour peut-être éventuellement, après son auto-évaluation, être prêt à regarder une autre façon de faire les choses, d'autres solutions, d'autres moyens, parfois évaluer si ses vouloirs sont raisonnablement atteignables, parfois évaluer si ses vouloirs entrent en conflit les uns avec les autres, parfois évaluer si ses comportements sont efficaces ou non, satisfaisants ou pas, responsables ou non. Et c'est le rôle de l'intervenant en théorie du choix, non pas d'affirmer des choses, mais bien de questionner. Tout l'art de la théorie du choix repose dans le questionnement. Nous ne sommes là uniquement que pour permettre à la personne de nommer, de prendre conscience, d'évaluer et de choisir quelque chose de plus satisfaisant pour elle.
C'était en très très peu de mots un résumé de la théorie du choix. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer, de pouvoir en parler un petit peu plus avec vous. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à visiter le site web de Réalité Thérapie Proaction en cliquant sur le www.pro-action.ca. Au plaisir. Merci beaucoup de votre attention.